Chapitre 19. Vanikoro. Ce terrible spectacle inaugurait la série des catastrophes maritimes que le Nautilus devait rencontrer sur sa route. Depuis qu'il suivait des mers plus fréquentées, nous apercevions souvent des coques naufragées qui achevaient de pourrir entre deux eaux, et plus profondément, des canons, des boulets, des ancres, des chaînes et 1000 autres objets de fer que la rouille dévorait. Cependant, toujours entraînés par ce Nautilus où nous vivions comme isolés, le 11 décembre, nous eûmes connaissance de l'archipel des Pomotou, ancien groupe dangereux de Bougainville, qui s'étend sur un espace de 500 lieues de l'est-sud-est à l'ouest-nord-ouest, entre 13 degrés 30 minutes et 23 degrés 50 minutes de latitude sud et 125 degrés 30 minutes et 151 degrés 30 minutes de longitude ouest, depuis l'île d'Ussy jusqu'à l'île Lazarev. Cet archipel couvre une superficie de 370 lieues carrées et il est formé d'une soixantaine de groupes d'îles, parmi lesquels on remarque le groupe Gambier auquel la France a imposé son protectorat. Ces îles sont coralligènes. Un soulèvement lent mais continu, provoqué par le travail des polypes, les reliera un jour entre elles. Puis, cette nouvelle île se soudera plus tard aux archipels voisins et un cinquième continent s'étendra depuis la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie jusqu'aux Marquises. Le jour où je développais cette théorie devant le capitaine Nemo, il me répondit froidement. « Ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la Terre, mais de nouveaux hommes. » Les hasards de sa navigation avaient précisément conduit le Nautilus vers l'île Clermont-Tonnerre, l'une des plus curieuses du groupe, qui fut découverte en 1822 par le capitaine Bell de la Minerve. Je pus alors étudier ce système madréporique auquel sont dues les îles de cet océan. Les madrépores, qu'il faut se garder de confondre avec les coraux, ont un tissu revêtu d'un encroûtement calcaire et les modifications de sa structure ont amené M. Milne Edwards, mon illustre maître, à les classer en 5 sections. Les petits animalcules qui secrètent ce polypier vivent par milliards au fond de leurs cellules. Ce sont leurs dépôts calcaires qui deviennent rochers, récifs, îlots, îles. Ici, ils forment un anneau circulaire, entourant un lagon ou petit lac intérieur que des brèches mettent en communication avec la mer. Là, il figure des barrières de récifs semblables à celles qui existent sur les côtes de la Nouvelle-Calédonie et de diverses îles des Pomotou. En d'autres endroits, comme à La Réunion et à Maurice, ils élèvent des récifs frangés, hautes murailles droites, près desquelles les profondeurs de l'océan sont considérables. En prolongeant à quelques encablures seulement les Açores de l'île Clermont-Tonnerre, j'admirais l'ouvrage gigantesque accompli par ces travailleurs microscopiques. Ces murailles étaient spécialement l'œuvre des madréporaires désignés par les noms de millepores, de porites, d'astrées et de méandrines. Ces polypes se développent particulièrement dans les couches agitées de la surface de la mer et par conséquent, c'est par leur partie supérieure qu'ils commencent ces substructions, lesquelles s'enfoncent peu à peu avec les débris de sécrétion qui les supportent. Telle est, du moins, la théorie de M. Darwin, qui explique ainsi la formation des atolls. Théorie supérieure, selon moi, à celle qui donne pour base aux travaux madréporiques des sommets de montagnes ou de volcans immergés à quelques pieds au-dessous du niveau des mers. Je pus observer de très près ces curieuses murailles, car à leur aplomb, la sonde accusait plus de 300 mètres de profondeur et nos nappes électriques faisaient étinceler ce brillant calcaire. Répondant à une question que me posa Conseil sur la durée d'accroissement de ces barrières colossales, je l'étonnai beaucoup en lui disant que les savants portaient cet accroissement à 1/8 de pouce par siècle. « Donc, pour élever ces murailles, me dit-il, il a fallu 192 000 ans, mon brave Conseil, ce qui allonge singulièrement les jours bibliques. D'ailleurs, la formation de la houille, c'est-à-dire la minéralisation des forêts enlisées par les déluges, a exigé un temps beaucoup plus considérable. Mais j'ajouterais que les jours de la Bible ne sont que des époques et non l'intervalle qui s'écoule entre deux levées de soleil, car d'après la Bible elle-même, le soleil ne date pas du premier jour de la création. » Lorsque le Nautilus revint à la surface de l'océan, je pus embrasser dans tout son développement cette île de Clermont-Tonnerre basse et boisée. Ces roches madréporiques furent évidemment fertilisées par les trombes et les tempêtes. Un jour, quelques graines enlevées par l'ouragan aux terres voisines tomba sur les couches calcaires, mêlées des détritus décomposés de poissons et de plantes marines qui formèrent l'humus végétal. Une noix de coco, poussée par les lames, arriva sur cette côte nouvelle. Le germe prit racine, l'arbre, grandissant, arrêta la vapeur d'eau, le ruisseau naquit, la végétation gagna peu à peu, quelques animalcules, des vers, des insectes abordèrent sur des troncs arrachés aux îles du vent,
Les tortues vinrent pondre leurs œufs, les oiseaux nichèrent dans les jeunes arbres. De cette façon, la vie animale se développa, et attiré par la verdure et la fertilité, l'homme apparut. Ainsi se formèrent ces îles, œuvres immenses d'animaux microscopiques. Vers le soir, Clermont-Tonnerre se fondit dans l'éloignement, et la route du Nautilus se modifia d'une manière sensible. Après avoir touché le tropique du Capricorne par le 135e degré de longitude, il se dirigea vers l'ouest-nord-ouest, remontant toute la zone intertropicale. Quoique le soleil de l'été fût prodigue de ses rayons, nous ne souffrions aucunement de la chaleur, car à 30 ou 40 mètres au-dessous de l'eau, la température ne s'élevait pas au-dessus de 10 à 12 degrés. Le 15 décembre, nous laissions dans l'est le séduisant archipel de la Société et la gracieuse Tahiti, la reine du Pacifique. J'aperçus, le matin, à quelques milles sous le vent, les sommets élevés de cette île. Ces eaux fournirent aux tables du bord d'excellents poissons, des maquereaux, des bonites, des albicores et des variétés d'un serpent de mer nommé Munérophis. Le Nautilus avait franchi 8100 milles. 9720 milles étaient relevés au loch lorsqu'il passa entre l'archipel de Tonga-Tabou où périrent les équipages de l'Argo, du Port-au-Prince et du Duke of Portland, et l'archipel des navigateurs où fut tué le capitaine de l'Angle, l'ami de la Pérouse. Puis, ils eurent connaissance de l'archipel Viti où les sauvages massacrèrent les matelots de l'Union et le capitaine Bureau de Nantes commandant l'aimable Joséphine. Cet archipel, qui se prolonge sur une étendue de 100 lieues du nord au sud et sur 90 lieues de l'est à l'ouest, est compris entre 6 degrés et 2 degrés de latitude sud et 174 degrés et 179 degrés de longitude ouest. Il se compose d'un certain nombre d'îles, d'îlots et d'écueils, parmi lesquels on remarque les îles de Viti-Levu, de Vanuatu et de Camnubon. Ce fut Tasman qui découvrit ce groupe en 1643, l'année même où Torricelli inventait le baromètre et où Louis XIV montait sur le trône. Je laisse à penser lequel de ces faits fut le plus utile à l'humanité. Vinrent ensuite Cook en 1714, d'Entrecasteaux en 1793 et enfin Dumont d'Urville en 1827 débrouilla tout le chaos géographique de cet archipel. Le Nautilus s'approcha de la baie de Wellea, théâtre des terribles aventures de ce capitaine Dillon qui, le premier, éclaira le mystère du naufrage de la Pérouse. Cette baie, draguée à plusieurs reprises, fournit abondamment des huîtres excellentes. Nous en mangeâmes mi-modérément, après les avoir ouvertes sur notre table même, suivant le précepte de Sénèque. Ces mollusques appartenaient à l'espèce connue sous le nom d'Ostrea lamellosa, qui est très commune en Corse. Ce banc de Valéa devait être considérable, et certainement sans des causes multiples de destruction, ces agglomérations finiraient par combler les baies, puisque l'on compte jusqu'à 2 millions d'œufs dans un seul individu. Et si maître Ned Land n'eut pas à se repentir de sa gloutonnerie en cette circonstance, c'est que l'huître est le seul mets qui ne provoque jamais d'indigestion. En effet, il ne faut pas moins de 16 douzaines de ces mollusques acéphales pour fournir les 315 grammes de substances azotées nécessaires à la nourriture quotidienne d'un seul homme. Le 25 décembre, le Nautilus naviguait au milieu de l'archipel des Nouvelles-Hébrides que Quiros découvrit en 1606 et Bougainville explora en 1768 et auquel Cook donna son nom actuel en 1773. Ce groupe se compose principalement de 9 grandes îles et forme une bande de 120 lieues du nord-nord-ouest au sud-sud-est, comprise entre 15 degrés et 2 degrés de latitude sud et entre 164 et 168 degrés de longitude. Nous passâmes assez près de l'île d'Oru, qui au moment des observations de midi m'apparut comme une masse de bois vert, dominée par un pic d'une grande hauteur. Ce jour-là, c'était Noël. Et Ned Land me sembla regretter vivement la célébration du Christmas, la véritable fête de la famille dont les protestants sont fanatiques. Je n'avais pas aperçu le capitaine Nemo depuis une huitaine de jours quand le 27 au matin, il entra dans le grand salon, ayant toujours l'air d'un homme qui vous a quitté depuis 5 minutes. J'étais occupé à reconnaître sur le planisphère la route du Nautilus. Le capitaine s'approcha, posa un doigt sur un point de la carte et prononça ce seul mot. « Vanikoro ». Ce nom fut magique. C'était le nom des îlots sur lesquels vinrent se perdre les vaisseaux de la Pérouse. Je me relevai subitement. « Le Nautilus nous porte à Vanikoro » demandai-je.
Oui, monsieur le professeur, répondit le capitaine. Et je pourrais visiter ces îles célèbres où se brisèrent la boussole et l'astrolabe? Si cela vous plaît, monsieur le professeur. Quand serons-nous à Vanikoro? Nous y sommes, monsieur le professeur. Suivi du capitaine Nemo, je montai sur la plate-forme et de là, mes regards parcoururent avidement l'horizon. Dans le nord-est émergeaient 2 îles volcaniques d'inégale grandeur entourées d'un récif de coraux qui mesurait 4 milles de circuit. Nous étions en présence de l'île de Vanikoro proprement dite, à laquelle Dumont d'Urville imposa le nom d'île de la Recherche, et précisément devant le petit havre de Vanou, situé par 16° 4' de latitude sud et 164° 32' de longitude est. Les terres semblaient recouvertes de verdure depuis la plage jusqu'au sommet de l'intérieur que dominait le mont Kapogo, haut de 476 toises. Le Nautilus, après avoir franchi la ceinture extérieure de roches par une étroite passe, se trouva en dedans des brisants, où la mer avait une profondeur de 30 à 40 brasses. Sous le verdoyant ombrage des palétuviers, j'aperçus quelques sauvages qui montrèrent une extrême surprise à notre approche. Dans ce long corps noirâtre, s'avançant à fleur d'eau, ne voyait-il pas quelques cétacés formidables dont il devait se défier? En ce moment, le capitaine Nemo me demanda ce que je savais du naufrage de la Pérouse. « Ce que tout le monde en sait, capitaine, lui répondis-je. « Et pourriez-vous m'apprendre ce que tout le monde en sait ?» me demanda-t-il d'un ton un peu ironique. « Très facilement. » Je lui racontai ce que les derniers travaux de Dumont d'Urville avaient fait connaître, travaux dont voici le résumé très succinct. La Pérouse et son second, le capitaine de l'Angle, furent envoyés par Louis XVI en 1785 pour accomplir un voyage de circumnavigation. Ils montaient les corvettes La Boussole et l'Astrolabe, qui ne reparurent plus. En 1791, le gouvernement français, justement inquiet du sort des 2 corvettes, arma 2 grandes flûtes, la Recherche et l'Espérance, qui quittèrent Brest le 28 septembre sous les ordres de Bruni d'Entrecasteaux. 2 mois après, on apprenait par la déposition d'un certain Boven commandant l'Albermale que des débris de navires naufragés avaient été vus sur les côtes de la Nouvelle-Géorgie. Mais d'Entrecasteaux, ignorant cette communication, assez incertaine d'ailleurs, se dirigea vers les îles de l'Amirauté, désignées dans un rapport du capitaine Hunter comme étant le lieu du naufrage de la Pérouse. Ces recherches furent vaines. L'Espérance et la Recherche passèrent même devant Vanikoro sans s'y arrêter, et en somme, ce voyage fut très malheureux car il coûta la vie à d'Entrecasteaux, à 2 de ses seconds et à plusieurs marins de son équipage. Ce fut un vieux routier du Pacifique, le capitaine Dillon, qui le premier retrouva des traces indiscutables des naufragés. Le 15 mai 1824, son navire, le Saint-Patrick, passa près de l'île de Tikopia, l'une des Nouvelles-Hébrides. Là, un lascar l'ayant accosté dans une pirogue, lui vendit une poignée d'épée en argent qui portait l'empreinte de caractères gravés au burin. Ce lascar prétendait, en outre, que 6 ans auparavant, pendant un séjour à Vanikoro, il avait vu 2 Européens qui appartenaient à des navires échoués depuis de longues années sur les récifs de l'île. Dillon devina qu'il s'agissait des navires de la Pérouse, dont la disparition avait ému le monde entier. Il voulut gagner Vanikoro, où, suivant le lascar, se trouvaient de nombreux débris du naufrage. Mais les vents et les courants l'en empêchèrent. Dillon revint à Calcutta. Là, il sut intéresser à sa découverte la Société asiatique et la Compagnie des Indes. Un navire auquel on donna le nom de La Recherche fut mis à sa disposition et il partit, le 23 janvier 1827, accompagné d'un agent français. La Recherche, après avoir relâché sur plusieurs points du Pacifique, mouilla devant Vanikoro le 7 juillet 1827, dans ce même havre de Vanou où le Nautilus flottait en ce moment. Là, il recueillit de nombreux restes du naufrage, des ustensiles de fer, des ancres, des estropes de poulies, des pierriers, un boulet de 18, des débris d'instruments d'astronomie, un morceau de couronnement et une cloche en bronze portant cette inscription « Bazin m'a fait », marque de la fonderie de l'arsenal de Brest vers 1785. Le doute n'était donc plus possible. Dillon, complétant ses renseignements, resta sur le lieu du sinistre jusqu'au mois d'octobre, puis il quitta Vanikoro, se dirigea vers la Nouvelle-Zélande, mouilla à Calcutta le 7 avril 1828 et revint en France où il fut très sympathiquement accueilli par Charles X. Mais, à ce moment,
Dumont d'Urville, sans avoir eu connaissance des travaux de Dillon, était déjà parti pour chercher ailleurs le théâtre du naufrage. Et en effet, on avait appris par les rapports d'un baleinier que des médailles et une croix de Saint-Louis se trouvaient entre les mains des sauvages de la Louisiade et de la Nouvelle-Calédonie. Dumont d'Urville, commandant l'Astrolabe, avait donc pris la mer, et 2 mois après Dillon, venait de quitter Vanikoro. Il mouillait devant Hobart Town. Là, il avait connaissance des résultats obtenus par Dillon. Et de plus, il apprenait qu'un certain James Hopes, second de l'Union de Calcutta, ayant pris terre sur une île située par 8 degrés 18 minutes de latitude sud et 156 degrés 30 minutes de longitude est, avait remarqué des barres de fer et des étoffes rouges dont se servaient les naturels de ces parages. Dumont d'Urville, assez perplexe, et ne sachant s'il devait ajouter foi à ces récits rapportés par des journaux peu dignes de confiance, se décida cependant à se lancer sur les traces de Dillon. Le 10 février 1828, l'Astrolabe se présenta devant Tikopia, prit pour guide et interprète un déserteur fixé sur cette île, fit route vers Vanikoro, en eut connaissance le 12 février, prolongea ses récifs jusqu'au 14 et le 20 seulement mouilla au-dedans de la barrière dans le havre de Vanou. Le 23, plusieurs des officiers firent le tour de l'île et rapportèrent quelques débris peu importants. Les naturels, adoptant un système de dénégation et de faux fuyants, refusaient de les mener sur les lieux du sinistre. Cette conduite très louche laissa croire qu'ils avaient maltraité les naufragés. Et en effet, il semblait craindre que Dumont d'Urville ne fût venu venger Lapérouse et ses infortunés compagnons. Cependant, le 26, décidé par des présents et comprenant qu'ils n'avaient à craindre aucune représaille, ils conduisirent le second, M. Jacquinot, sur le théâtre du naufrage. Là, par 3 ou 4 brasses d'eau entre les récifs Pacou et Vanou, gisaient des ancres, des canons, des saumons de fer et de plomb empâtés dans des concrétions calcaires. La chaloupe et la baleinière de l'Astrolabe furent dirigées vers cet endroit, et non sans de longues fatigues, leurs équipages parvinrent à retirer une ancre pesant 1800 livres, un canon de 8 en fonte, un saumon de plomb et 2 pierriers de cuivre. Dumont d'Urville, interrogeant les naturels, apprit ainsi que Lapérouse, après avoir perdu ses 2 navires sur les récifs de l'île, avait construit un bâtiment plus petit pour aller se perdre une seconde fois. Où ? On ne savait. Le commandant de l'Astrolabe fit alors élever sous une touffe de mangliers un cénotaphe à la mémoire du célèbre navigateur et de ses compagnons. Ce fut une simple pyramide quadrangulaire, assise sur une base de coraux et dans laquelle n'entra aucune ferrure qui pût tenter la cupidité des naturels. Puis Dumont d'Urville voulut partir, mais ses équipages étaient minés par les fièvres de ces côtes malsaines, et très malade lui-même, il ne put appareiller que le 17 mars. Cependant, le gouvernement français, craignant que Dumont d'Urville ne fût pas au courant des travaux de Dillon, avait envoyé à Vanikoro la corvette La Bayonnaise, commandée par l'Égoharan de Tromelin, qui était en station sur la côte ouest de l'Amérique. La Bayonnaise mouilla devant Vanikoro quelques mois après le départ de l'Astrolabe, ne trouva aucun document nouveau, mais constata que les sauvages avaient respecté le mausolée de Lapérouse. Telle est la substance du récit que je fis au capitaine Nemo. Ainsi, me dit-il, on ne sait encore où est allé périr ce 3e navire construit par les naufragés sur l'île de Vanikoro. On ne sait. Le capitaine Nemo ne répondit rien et me fit signe de le suivre au grand salon. Le Nautilus s'enfonça de quelques mètres au-dessous des flots et les panneaux s'ouvrirent. Je me précipitai vers la vitre, et sous les empattements de coraux, revêtus de fongies, de siphonules, d'alcyons, de cariophyllées, à travers des myriades de poissons charmants, des girelles, des glyphisidons, des pomphérides, des diacopes, des holocentres, je reconnus certains débris que les dragues n'avaient pu arracher, des étriers de fer, des ancres, des canons, des boulets, une garniture de cabestan, une étrave, tous objets provenant des navires naufragés et maintenant tapissés de fleurs vivantes. Et pendant que je regardais ces épaves désolées, le capitaine Nemo me dit d'une voix grave :
Le commandant Lapérouse partit le 7 décembre 1785 avec ses navires la Boussole et l'Astrolabe. Il mouilla d'abord à Botany Bay, puis visita l'archipel des Amis, la Nouvelle-Calédonie, se dirigea vers Santa Cruz et relâcha à Namuka, l'une des îles du groupe Apaï. Puis, ses navires arrivèrent sur les récifs inconnus de Vanikoro. La Boussole, qui marchait en avant, s'engagea sur la côte méridionale. L'Astrolabe vint à son secours et s'échoua de même. Le premier navire se détruisit presque immédiatement. Le second, engravé sous le vent, résista quelques jours. Les naturels firent assez bon accueil aux naufragés, ceux-ci s'installèrent dans l'île et construisirent un bâtiment plus petit avec les débris des deux grands. Quelques matelots restèrent volontairement à Vanikoro. Les autres, affaiblis, malades, partirent avec la Pérouse. Ils se dirigèrent vers les îles Salomon et ils périrent, corps et biens, sur la côte occidentale de l'île principale du groupe, entre les caps Déception et Satisfaction. « Et comment le savez-vous » m'écriai-je. « Voici ce que j'ai trouvé sur le lieu même de ce dernier naufrage. » Le capitaine Nemo me montra une boîte de fer blanc, estampillée aux armes de France, et toute corrodée par les eaux salines. Il l'ouvrit, et je vis une liasse de papier jauni mais encore lisible. C'étaient les instructions mêmes du ministre de la Marine au commandant Lapérouse, annotées en marge de la main de Louis XVI. « Ah, c'est une belle mort pour un marin, » dit alors le capitaine Nemo. « C'est une tranquille tombe que cette tombe de corail, et fasse le ciel que mes compagnons et moi, nous n'en ayons jamais d'autre. »